devient de plus en plus l'ennemi de la conscience en fait. Et la science empêche à la conscience de vivre tout simplement. We are like prisoners in a cave and we see shadows. This is an illusory world. Dans la mythologie grecque, il y a souvent, à un moment donné, la nécessaire descente aux enfers. Si je veux passer entre deux états différents, il faut passer par un état de chaos. Cette question de la descente aux enfers, comme étant initiatique, est très importante. De ce chaos va surgir quelque chose qui est bien mieux que ce qui était avant. This is the chance, is the possibility given. It's given us this the blessing in disguise. Non, le réalisateur, l'auteur, le producteur, le monteur, le cadreur. Alors on va tout faire. Donc Marc-Henri, j'ai 40 ans de métier en tant que professeur en université. Donc j'ai fait des cours. Ma spécialité c'est la chimie. Et puis le parcours de la vie a fait que j'ai découvert vers l'âge de 47 ans la spiritualité, un peu contraint et forcé. Donc après cette expérience inoubliable, je suis intéressé au phénomène de conscience et comment on peut réconcilier la science, la conscience et la spiritualité, parce que souvent, les deux, ceux qui sont dans la spiritualité disent « Oh, la science n'a rien à y voir », et ceux qui sont scientifiques disent « Oh, tout ça, c'est n'importe quoi ». Alors c'est pas du tout mon avis, on va pouvoir marcher même dans la main. Et quand Christophe m'a proposé de participer à son film dont le sujet est précisément conscience et spiritualité, bah, Et science. Ouais, et science aussi. Donc bah, j'y suis allé. Je suis parti d'un constat d'abord que les conclusions de la physique quantique ressemblaient à s'y méprendre à la fois aux textes sacrés, aux cultures des peuples traditionnels, je dirais également à la philosophie grecque et quelquefois à la mythologie. Et donc, comme il y avait cette correspondance, ben, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à creuser là-dedans et à créer. Et de ce fait, en écoutant les uns les autres scientifiques, parce que je suis passionné de science, comme disait Einstein, plus la science évolue, plus on rencontre Dieu. Et moi, cette sensibilité-là m'a amené donc à rechercher des personnalités qui m'émouvaient. Parmi elles, bien évidemment, Marc. Et j'ai voulu, à partir des sciences dures et aussi bien des sciences molles, amener chacun de mes interlocuteurs à voir leur propre discipline, soit à travers la spiritualité, soit à travers la philosophie. Et j'avais déjà, bien évidemment, l'idée en tête de ce que je voulais faire, puisque la crise multiforme que nous traversons, on ne fait que valoriser la médiocrité, on ne fait que valoriser la vulgarité, on ne fait que valoriser le rejet de l'autre, on ne fait que valoriser la virtualité, le concept. C'est finalement, en quelque sorte, l'aboutissement des Lumières, hein, mais tout est éteint. Mais c'est l'aboutissement, de mon point de vue, de ce matérialisme à tout crin, qui certes nous a apporté de belles choses, mais qui, lorsqu'il est dans des mains ou dans des esprits malveillants, donne ce que nous avons aujourd'hui. Donc moi j'estime qu'il y a une crise très profonde de l'éducation, il y a une crise très profonde au niveau anthropologique, économique, il y a une crise de la spiritualité. Il faut que vous sachiez que tout ça a été prévu en 1916 par Rudolf Steiner. Si vous lisez Rudolf Steiner, qui est un anthroposophe, dès 1916, il avait prévu
que le passage de l'an 2000 allait s'accompagner de ce que dit Christophe, d'une crise, d'une attaque contre tout ce qui était spirituel, tout ce qui était conscience, attaque contre le libre arbitre, mise au pas. Et donc, je veux dire, c'est pour ça que écouter les philosophes, des fois, ça peut être intéressant. Donc, ouais, c'est vrai, par rapport à Steiner, et bon, il a fait bien d'autres choses vachement intéressantes, et notamment pour ce qui est de l'agriculture et de l'environnement, puisque la biodynamie, la biodynamie, bon, accessoirement. Et il est important aussi, là j'évoquais tout ce qui ressemble à une dystopie, mais on est véritablement dans une dystopie aujourd'hui, et on est en train de transformer, on peut transformer le génome humain, en gros, il y a quand même si le point Goldwing mérite de ne pas être forcément évoqué, mais il y a vraisemblablement des similitudes avec l'entreprise nazie. C'est pour ça que, de mon point de vue, j'estime que c'est une véritable opportunité de changement, cette crise. Ouais. Si on est pessimiste, non, ça ne peut pas. Enfin, je veux dire, l'humanité a traversé, c'est pas sa première crise, hein. Donc elle a toujours survécu, surmonté les crises. Donc, moi, j'ai aucun doute qu'on y arrivera. Et surtout, dans le film, on donne des solutions. Hein. Mettre en avant la conscience. Parce qu'on est quand même des êtres conscients, donc c'est par là que viendra la solution. Puis surtout, c'est des clarifications. Je veux dire, par exemple, moi j'aime bien dire que aujourd'hui, enfin avant, jusqu'à cette crise, on confondait deux choses. On confondait par exemple la science et la technologie, qui sont deux choses complètement différentes. La technologie a besoin de la science, mais la science n'a pas besoin de la technologie. Et très souvent, cette crise nous montre que, en fait, on veut nous faire prendre la technologie pour de la science. Mais la science est beaucoup plus vaste. Et puis si on va dans la spiritualité, on a la religion qui a besoin de la spiritualité, mais la spiritualité n'a pas besoin de la religion. Et là, c'est la même chose, on nous précipite dans des conflits religieux, alors que ce qui est important, c'est la spiritualité qui est bien plus vaste. Et donc, ce que fait cette crise, c'est qu'elle nous révèle très clairement ces distinguos qui sont cruciaux. C'est-à-dire, oui à la science, par contre, la technologie, il vaut mieux la surveiller. Et puis, vérifier de près ce qu'elle fait. De la même façon, oui à la spiritualité, par contre, les religions, il faut là aussi, on peut relativiser. Vous voyez, c'est ça qu'amène cette crise, cette clarification de choses qui avant étaient plutôt une confusion entre tout ça. Aujourd'hui, on ne peut plus. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Là, vous venez de faire une erreur. Quand vous dites quelle voie, c'est la religion. La spiritualité n'a pas de voie. Chacun... C'est sa voie intérieure. Voilà, vous suivez votre voie intérieure, votre conscience, et personne ne peut vous dire c'est cette voie à suivre ou celle-là. C'est les religions qui disent « Ah non, il faut suivre telle voie ». Non, pas forcément. C'est une façon de structurer des croyances. Pas de structurer, de rassurer. Oui, oui, tu as raison, bien sûr. Il y a des préceptes, et il y a des principes dans les religions qui permettent d'avoir une structure. Qui est Dieu, c'est ça le problème. Finalement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est notre propre Dieu. Et on n'a pas besoin d'un Dieu extérieur pour savoir ce qu'il y a à faire. Et ça, je ne pense pas qu'on est gaiement à explorer cette voie-là, alors que d'autres philosophes l'ont fait.
Puis ça fait toujours un peu, comment dirais-je, arrogant de dire « je suis Dieu ». Mais finalement... Ben, on est tous des créatures divines, voilà, donc, en quelque sorte. Je crois que cette crise, justement, a plusieurs avantages. C'est que, si quand on va s'en sortir, hein, évidemment, il y a des, comme je l'explique d'ailleurs dans le film, il y a forcément des périodes de chaos, parce que la nature est comme ça, quand il faut changer les valeurs, il y a forcément une période de chaos qui s'installe, qu'il faut vivre, ou survivre. Mais le but, c'est finalement de découvrir qu'on doit s'aimer, et qu'on est notre propre Dieu. On n'a pas besoin d'un Dieu extérieur. C'est comme ça que je le perçois. C'est la notion aristotélicienne du tout. C'est-à-dire que nous sommes l'univers, et l'univers est nous. Et quand on sait aussi, bon, bref, que le tout est plein, et que le vide est plein, et bon, bref, là, ça, on comprend peut-être mieux ce vers quoi nous tendons, en tout cas marquément. Ouais. Par le cœur. Parce que l'esprit conscient est une chose, mais l'esprit conscient, c'est cérébral. Hein, en fait, on a l'impression d'être conscient dans une terminologie littéraire, mais en fait c'est notre inconscient qui nous gouverne. Notre inconscient ne le maîtrise absolument pas. En revanche, parce qu'il de surcroît, il n'est que conditionnement et programmation, notre inconscient. En revanche, quand on est centré sur notre cœur, c'est là qu'on accède à la conscience, si je puis dire, la conscience majuscule, qui nous relie au tout. Tout est relié. Et on le sait aussi bien avec les énergies, les fréquences, les informations, les champs d'information, que tout est relié. Moi, c'était un peu différent parce que, bon, le métier de scientifique fait que je cherche forcément par la science. Et pour moi, la conscience, je l'ai découverte par les équations de Maxwell. Et ça, c'est parce que on connaît le langage de la science. Et que quand vous regardez ces équations de Maxwell qui, quand même, vous expliquent ce que c'est que la lumière, et comment elle se propage, et que cette équation de Maxwell vous dit qu'on vit dans un espace à 6 dimensions, et pas à 4 dimensions, tout de suite, ça vous interpelle, parce que bon, il y a 4 dimensions, on a vite fait le tour, c'est l'espace à 3, le temps, il y en a une 4e, mais les équations de Maxwell, si vous les prenez au sérieux, vous dites qu'il y en a 6. Ah. Alors c'est la 5e, elle est assez évidente, c'est la musique, qu'on appelle la symétrie d'échelle, c'est-à-dire cette capacité qu'a un système de se reconnaître, quelle que soit sa taille. Donc par exemple, quand vous êtes bébé, vous êtes déjà vous. Puis après, vous allez grandir. Donc ça, c'est une 5e dimension, cette capacité de changer de taille, de dilater ou de contracter. Et après, quand je me suis posé la question, la 6e, c'est quoi? La conscience. Je suis visible ou je suis invisible? C'est ça que nous amène la physique quantique. La physique quantique, avant la physique quantique, il n'y avait que le visible et le matériel. Depuis la physique quantique, on sait qu'une chose peut exister sans être vue. Elle est là, mais on ne peut pas la voir. Pourtant, elle est là. Elle est invisible. Donc, est-ce que je suis moi sous forme visible ou est-ce que je suis moi sous forme invisible? Et quand je suis moi sous forme invisible, je suis sous forme de conscience. Et c'est cette conscience qui me permet de me connecter au grand tout, la grande conscience, qui est partout dans l'univers. Voilà, donc, moi j'y suis arrivé par la science. Et après, effectivement, je suis d'accord avec Christophe. Le meilleur, après, quand on se pose la question de la conscience, elle existe, par la physique quantique, on peut se connecter à une conscience collective, vient la question de l'interface de connexion. Et là, il n'y a pas 36 000 choses. Vous savez qu'on trouve des neurones dans un corps humain, on trouve dans le cerveau, dans le cœur et dans les intestins. Bon, je ne pense pas qu'on communique. Les intestins, c'est plus l'inconscient, les émotions. Le cerveau, on sait tous les dégâts que ça peut faire, puisqu'on est en pleine crise, justement, pour ça. Donc il reste que le cœur, effectivement, qui est la meilleure interface pour communiquer avec cette conscience.
Voilà, ça c'est la démarche scientifique. Et qui a un pouvoir entre 5 et 8 000 fois plus importante que le cerveau. Hein. Ah oui, oui, le champ magnétique, si on raisonne en termes de magnétisme, l'émission électromagnétique du cœur est de loin la plus intense. Là, par exemple, vous êtes sous l'influence de nos deux cœurs. Ça veut dire que des fois, il faudra se débarrasser de sa raison raisonnable pour pouvoir atteindre. Se libérer du connu, disait Krishnamurti. Ouais. D'accord. Une part de folie. Hein. Ah ben, le fou a tout perdu sauf la raison. Réel versus réalité, il y a déjà un gros débat là-dessus. Ne serait-ce que la perception du réel. Aldous Huxley avait déjà fait un ouvrage assez remarquable sur les portes de la perception. Ensuite, ce que l'on perçoit, est-ce que c'est notre réalité? Généralement, moi je suis à l'inverse du prédéterminisme de saint Thomas, c'est-à-dire que je ne crois pas ce que je vois, mais je vois ce que je crois. C'est complètement différent. Et cette réalité, si de surcroît elle est cette réalité entre guillemets, bien sûr, si là vous parlez du numérique ou de la virtualité, mais déjà du temps de Platon, hein, le mythe de la caverne, on était dans le fait que la réalité est illusion. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Donc là, ce qu'il y a encore plus pernicieux et encore plus dangereux, c'est qu'on peut créer une image totalement fausse et la faire prendre pour réelle. Il y a eu il y a eu la guerre des icônes, comme quoi, il y a quelques siècles de cela. Mais l'image a une importance fondamentale. On est dans une société qui n'est plus la société du toucher. Alors là, ça fait bien longtemps, même c'est interdit de se toucher. Hein. C'est interdit aussi d'avoir de la tendresse. On est passé à la société ensuite de la parole pour aller à la société de l'image, et maintenant on est au-delà de la société de l'image, c'est qu'on est dans la société du pixel, c'est-à-dire de la virtualité de l'image. Donc ensuite, où est-ce que l'humain peut se retrouver là-dedans? Moi j'ai vachement confiance, parce que je me dis que plus le balancier va vers cette absurdité, mais bon, ça c'est pour faire de nous des cyborgs, hein, on est en passe de le devenir, enfin certains d'entre nous, hein, parce que c'est un refuge aussi d'être dans le conformisme du fait de s'appliquer, et c'est en cela aussi que les dictateurs et les régimes autoritaires s'installent facilement. C'est un réconfort aussi. Oui, bien sûr. Ah oui, mais en plus on est dans le camp du vrai, dans le camp du bon, donc c'est d'autant plus rassurant. Mais c'est extrêmement pervers aussi. Bon bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais moi je suis confiant parce que les gens de cœur, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur origine, se rendent de plus en plus compte que l'essentiel n'est pas là. Que l'essentiel, c'est de s'émerveiller d'un chant d'oiseau. C'est de se pâmer devant une fleur qui est en train d'éclore. C'est ça la vie. C'est pas le fait de dire que l'autre est un connard, un enculé et qu'il a rien compris et que je vais lui éclater la gueule. C'est pas ça. Et comme l'a très bien résumé Marc d'ailleurs, et puis je te le piquerai d'ailleurs si tu le permets, mais c'est à répondre je t'aime à la violence. Voilà, ben moi je suis comme ça. Le virtuel nous apprend quand même quelque chose d'énorme. C'est que ce qu'on peut faire avec 0 et 1. 0 c'est rien, 1 c'est tout. Et si vous avez 0, si vous avez 1, vous faites cette réalité virtuelle. Et donc ça c'est quand même intéressant pour ça, le virtuel. Il faut savoir que, par exemple, moi qui suis maintenant un petit peu âgé, j'ai vécu, j'étais fasciné dans ma jeunesse par les films comme Voyage au centre de la Terre, où on a cette fameuse séquence où il y a un dinosaure qui apparaît. Ça fait marrer aujourd'hui de voir ce dinosaure en carton-pâte, qui était en fait fait de matière. Et on voyait, c'était à se plier de rire. Alors quand on est gamin, on ne voit pas ça. Mais après, quand on regarde l'adulte,
te dis, ouais, c'est vraiment mal fait. Et puis aujourd'hui, on regarde Jurassic Park, et là, quand on voit le dinosaure, on a pas envie d'être dehors. Terriblement réaliste. Mais par contre, on le sait, c'est que des zéros idéaux. Donc on peut imaginer la puissance qu'il y a derrière ça. Si je maîtrise cette série de 0 et de 1, je peux vous faire mettre devant vous une réalité qui est virtuelle et bougrement réaliste. Donc c'est pour ça que c'est important le virtuel, il faut pas... c'est la crise, il fait partie de la crise justement, de savoir dans quelle mesure ce qu'on nous montre est une réalité et pas une suite de 0 et de 1. C'est la vraie question. Et je crois qu'après cette crise, on se la posera. Un terrain glissant. C'est des vieux débats tout ça, hein, mais c'est intéressant aussi. Et il me semble que plus la science avance, plus on découvre Dieu. Hein, enfin, c'est ce que disait Albert Einstein. Ensuite, cette formidable complexité et cette intelligence permanente est absolument vertigineuse. Mais moi, je crois qu'on découvre une intelligence. L'appeler Dieu, c'est trop connoté. Il y a tellement de religions qui a rappelé Dieu. Je préférerais l'appeler une intelligence. Une intelligence cosmique. Ça oui, la science a son mot à dire. Mais sur le Dieu au sens religieux, non. La science, c'est clair, là, n'a rien à dire du tout. Mais intelligence cosmique, grand tout. Ah oui, ça, c'est sûr que la méthode scientifique est un moyen d'accéder, je ne dis pas que c'est le seul, c'est un moyen d'accéder à une petite partie. C'est qui disait qu'il faut soulever le coin du voile, voilà, grâce à la science. Après, pour enlever le voile complet, il faut plus que la science. Donc, ici, alors, dans le secteur, oui, il y a le 17 juin à Saint-Raphaël et le 18 juin à Menton. Et puis après, dans la région PACA, ça me remet au mois d'octobre avec Cavaillon, avec Avignon, avec Marseille aussi. Et là, dans les semaines à venir, c'est surtout à l'ouest. En Vendée, en Loire-Atlantique, dans le Morbihan, dans le Finistère. La Suisse et la Belgique. La Suisse, la Belgique, il y a pas mal de festivals. En ce moment, le film est un festival à Cotonou, dans le Bénin. Merci beaucoup, messieurs, pour cette interview. Merci à vous. Et puis au plaisir.